Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Car avant de se tourner vers notre invité du jour, Jérôme Sainte-Marie, j'accueille mon partenaire du jour, Didier Maïsso. Bonjour Didier. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Vous êtes journaliste indépendant, ancien patron de Sud Radio, et vous avez lancé hier la France du sifflet. Qu'est-ce Bah écoutez, voyez, regardez, ça coûte 2 €. Hein, c'est un petit sifflet que tout le monde doit avoir sur soi. Et il faut faire du bruit quand on n'est pas d'accord, du bruit dans les manifs, un peu comme les gilets jaunes, avoir un signe distinctif. On peut le garder dans sa poche, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Vous voyez, on siffle pour signifier la fin de la partie, pour leur dire par ici la sortie. Il faut se rassembler dans la rue, devant les ministères, dans les manifs, devant votre mairie et faire du bruit. Parce que maintenant, ça suffit. À moins de ficher S, 50 millions de Français, parce que je rappelle que dans cette réforme, il y a 94% des actifs qui sont contre, 75% des Français qui sont contre. Et donc, coup de force après coup de force, ce gouvernement, cet exécutif ne tient plus que par une répression policière inouïe d'un côté et par les médias mainstream qui sont leur caisse de résonance de l'autre. Et au milieu, le peuple qui pousse. Et donc, voilà, je suggère de l'aider avec de petits coups de sifflet. Eh bien, Didier Maïsso, vous avez parlé du peuple et c'est justement toute la question que je veux poser et que nous allons poser ensemble à Jérôme Sainte-Marie. Quel est ce peuple de France ? Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox, auteur de notamment alors, ce premier livre, Bloc populaire, une subversion électorale inachevée. C'était écrit en 2021, mais Dieu sait que c'est encore d'actualité, aux éditions du Cerf. Et Bloc contre Bloc, toujours aux éditions du Cerf, où vous théorisiez l'opposition plutôt que droite-gauche entre bloc populaire et bloc élitaire. Et c'est vraiment toute la question et la raison pour laquelle on souhaitait vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, alors qu'on voit dans la rue des gens peut-être de catégories sociales tout à fait différentes, des révoltés, des sans-culottes diront certains, des sans-dents, des gilets jaunes, des gens qui ne sont rien. Bref, mais se réunir... malgré leurs différentes étiquettes politiques. Et on pourrait croire, certains peuvent croire à la résurrection d'un peuple de France. Est-ce une vérité ou est-ce une illusion ? Et si oui, qu'est-ce qui constitue ce peuple de France ? C'est la question qu'on souhaitait vous poser, Jérôme Sainte-Marie. Alors, pour les manifestations actuelles, en tout cas celles auxquelles j'ai pu assister, je suis allé à Gap, dans les Hautes-Alpes, je suis allé à Paris plus récemment. C'est plutôt des manifestations de gauche en réalité. C'est-à-dire qu'on a à Paris, la dernière grande manifestation, où il y avait sans doute 150 000 personnes, eh bien, il y avait des gens encadrés par des syndicats, par des partis de gauche, des étudiants, des lycéens aussi, nombreux. Ça ressemblait à une manifestation de gauche, ça ressemblait pas tellement aux Gilets jaunes. Ça, c'est les gens qui manifestent, c'est le peuple manifestant qui a ses codes, et on sait que les centrales syndicales, notamment la CGT, avaient interdit aux représentants du Rassemblement national de manifester. Donc il y a une forme d'exclusion d'une partie du peuple par ces organisations syndicales et ces partis de gauche qui fait que la population manifestante à ce stade ne ressemble pas vraiment à la population qui s'oppose en général à la retraite. Parce que là, c'est beaucoup plus composite et on s'aperçoit, les derniers sondages BVA, derniers sondages IFOP également, enfin, tous les sondages d'ailleurs, montrent bien qu'on a un rejet massif de cette réforme et qu'on a les deux surengrais en termes de proximité partisane. Ce sont les sympathisants du Rassemblement national d'un côté et de la France insoumise de l'autre qui sont les plus mobilisés dans les sondages, en tout cas, qui sont le plus massivement, mais presque unanime,
s'oppose à cette réforme. Oui, et là, on rejoindrait tout à fait votre théorie, enfin votre développement, votre réflexion concernant le fait que finalement, il y aurait un bloc populaire qui a une unité en soi. Ici, vous dites les sympathisants du RN et de la France Insoumise qui se réunissent, qui sont d'accord ensemble pour être opposés à cette réforme des retraites notamment. Mais c'est ce peuple des déclassés, en fait. Pas exactement. C'est-à-dire que la notion de deux choses. La première chose, la notion de bloc que j'essaie de théoriser, je l'ai reprise de Gramsci. C'est la notion de bloc historique, c'est-à-dire une forme politique, une idéologie, une base sociale. Là, dans les sondages, on voit juste la base sociale, c'est-à-dire on voit bien que, et là c'est une seconde nuance par rapport à ce que vous venez de dire, c'est pas les déclassés, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui travaillent utilement à la société et qui sont souvent mal rémunérés. De ce point de vue-là, de manière assez ironique, en avril 2020, lors du grand confinement, le président de la République, je crois que c'est le 13 avril, avait fait un discours sur le fait que, devant 35 millions de Français, pour dire que le travail en France le travail socialement utile, était mal rémunéré. Le président de la République parlait d'or. Le seul problème, c'est que non seulement la rémunération on a parlé aussi de premiers de corvée, vous savez, de ces gens-là qui, encore une fois, travaillent, mais leur travail ne leur permet pas de sortir de la précarité financière, eh bien, leur situation ne s'est pas améliorée. Et encore pire, la réforme des retraites, qu'elle soit nécessaire ou pas, c'est pas mon problème à ce stade. La réforme des retraites va directement affecter et négativement affecter ces gens-là. Des gens qui font un travail souvent pénible, qui est relativement précaire parce qu'ils sont dans le privé, donc ils peuvent se retrouver au chômage, et qui est surtout mal rémunéré. Bien, ceux-là, ils seront les premiers concernés par la réforme des retraites. C'est pas, encore une fois, pas les déclassés. Je le rappellerai toujours. Aujourd'hui, 47% des Français actifs sont soit ouvriers, soit employés. Si on rajoute à cela des gens des professions intermédiaires, des gens, des indépendants, mais des indépendants qui ne gagnent pas forcément, des artisans, des commerçants qui ne gagnent pas forcément très bien leur vie, ça fait du monde, ça fait une majorité d'actifs en France, ça fait le public des Gilets jaunes. Mais encore une fois, les vrais déclassés, eux, ou les précarisés absolus, ceux-là, généralement, ne manifestent pas, ne votent pas, et c'est ce qu'on appelait autrefois, dans un langage un peu marxiste, je m'en excuse, le Lupen prolétariat. Ceux-là, ils ne sont pas vraiment concernés par le mouvement actuel. D'accord. Mais est-ce que, malgré tout, vous diriez, et après Didier Maïsso, je vous laisse évidemment la parole, que vous reconnaissez dans ce qui se passe aujourd'hui, peut-être pas dans la rue, mais en tout cas dans ces personnes qui soutiennent ce mouvement de contestation, comment dire, l'analyse que vous aviez faite sur un bloc populaire qui s'opposerait à une élite qui, elle, paraît tout à fait impassible vis-à-vis de ces révoltes? Oui, parce qu'un bloc populaire, c'est pas seulement le vote populaire. Un bloc populaire, c'est ou ce serait, mais je crois que c'est en train de devenir justement, c'est-à-dire c'est une coalition sociale avec une idéologie particulière et qui réunit différents groupes sociaux, encore une fois, avec une orientation populaire. De la même manière que le bloc élitaire qui est au pouvoir ne rassemble pas que l'élite. Sinon, Macron n'aurait pas fait 28% au premier tour. Mais c'est une coalition avec la classe managériale, les retraités, dirigés par des élites. Des élites sans connotation morale de ce mot, mais disons des catégories très dominantes. Ceux-là sont de plus en plus isolés. Ce qui est remarquable avec ce mouvement contre la réforme des retraites, c'est que le vote populaire est rejoint. Les catégories strictement populaires sont rejointes par les classes moyennes. Ce qui est intéressant, y compris d'ailleurs ce que l'on voit dans la rue quand c'est la gauche qui manifeste, les classes moyennes aujourd'hui sont effectivement concernées et sont aujourd'hui mobilisées. Frédéric Dabi de l'IFOP, dans le commentaire de son dernier sondage, le souligne. Aujourd'hui, Macron a perdu la seconde jambe de son soutien. Il était soutenu massivement par les cadres et par les retraités. Aujourd'hui, seuls les inactifs, les retraités, qui l'ont été, mais qui ne le sont plus, actifs, seuls ceux-là soutiennent Macron. Donc, ce qui est remarquable, c'est l'isolement du pouvoir, l'isolement sociologique du pouvoir que précipite cette réforme des retraites. D'accord. Didier Maïsso.
Oui, est-ce que vous confirmez, parce que quand on regarde, si vous avez vous-même fait une étude sur le sujet, quand on regarde toutes les études d'opinion et qu'on regarde la classification, en réalité, la Macronie, ceux qui soutiennent la Macronie sont les gens qui échappent au travail, c'est-à-dire qui ont travaillé, qui sont aujourd'hui à la retraite et qui ont un gros patrimoine, notamment immobilier. Mais en réalité, on peut dire qu'après le Covid, les gens âgés, l'électorat âgé, qui était traditionnellement républicain, a rejoint le socle, constitue l'essentiel du socle d'Emmanuel Macron, et l'électorat volatile, lui, il s'est volatilisé, et donc il a été remplacé solidement par tous ces gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Or, il y a un paradoxe, parce que Emmanuel Macron, qui se présente comme la France qui travaille, la France qui agit, la France qui se lève tôt, etc. En réalité, quand on regarde précisément les choses, les gens qui travaillent ne votent pas du tout pour Emmanuel Macron. Non, je ne le confirme pas tout à fait, Didier Maistre, dans la mesure où Emmanuel Macron, jusqu'à présent, a pu compter sur le soutien des cadres du privé et des cadres du public. Je rappellerai toujours, Emmanuel Macron fait 50% dès le premier tour chez les élèves des écoles de commerce. Il y a eu des sondages qui ont été faits dans les grandes écoles de commerce, à la fois en 2017 et en 2022. Vous avez cette classe managériale qui s'identifie à Macron. Je ne suis pas sûr que les cadres aient beaucoup profité du pouvoir de Macron, mais pour eux, c'est l'incarnation même de leur vocation sociale qu'Emmanuel Macron. Il incarne totalement ce qu'ils aimeraient être, ce qu'ils sont parfois pour certains d'entre eux. Alors donc les cadres du privé comme du public, le pouvoir des chefs en quelque sorte, y compris des cadres des médias, ça se voit assez bien, eh bien ceux-là se sont identifiés tout simplement à Emmanuel Macron. C'est ça qui est en train de changer avec la réforme des retraites. Parce qu'ils se rendent compte qu'eux aussi vont pâtir de cette réforme qui pourrait être faite un peu différemment. Après, ce qu'a Emmanuel Macron, et là je vous rejoins, c'est effectivement le soutien des retraités. Les retraités, c'est aujourd'hui 16 millions de personnes, c'est 30% des inscrits sur les listes électorales, 30%, presque un inscrit sur 3. Or, ils votent beaucoup plus que les autres. Si je prends la présidentielle, il y a au moins 10 points de plus de participation des retraités par rapport aux actifs. Parce que les retraités, c'est assez particulier. C'est des gens qui, par définition, pour la plupart d'entre eux, ont travaillé. Ils ont travaillé, mais désormais qu'ils sont à la retraite, ce n'est pas un effet de génération, c'est un simple effet de situation. Dès qu'ils sont à la retraite, ils dépendent de notre système par répartition du travail d'autrui. Et ce droit qu'ils ont sur le travail d'autrui, eh bien, désormais, est garanti par l'exécutif. Et donc, ces retraités, et là-dessus, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et c'était l'objet de mes derniers livres, j'ai beaucoup travaillé sur cette population décisive et grandissante de retraités. Ces retraités, ils sont entièrement dépendants, encore une fois, du pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif, c'est le président qui va à la fois décider du système de leur pension, du point des points, etc. Et puis surtout, c'est le président qui est garant de la survie de ce système. Alors comment ça? À la fois en faisant travailler davantage les actifs, et les retraités sont favorables aux réformes des retraites de manière systématique, et puis aussi par l'emprunt. Ils se disent, Macron, bon, c'est pas forcément génial sa politique, mais lui au moins, il sait parler au marché financier, il sait parler à l'Europe, et nous permet de retraiter. Et donc, on est lesté. C'est un des drames, d'ailleurs. Encore une fois, j'ai rien contre les retraités, je le serai sans doute bientôt, mais notre système politique aujourd'hui est très dominé par cette population de retraités qui, quel que soit son niveau de patrimoine, quel que soit son niveau de revenu, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle d'origine, a tendance à se comporter de manière unifiée et à soutenir donc Emmanuel Macron. C'est véritablement la quille. Si le système était un bateau, eh bien sa quille serait justement cette population de retraités. Jérôme Sainte-Marie, encore une question concernant la prise de conscience politique des
du peuple de France, si on peut appeler ça comme ça, si ce n'est pas trop Oui. grandiloquent. Certains considèrent que justement il y a une évolution depuis ces différentes révoltes, on va dire, populaires qu'on a pu connaître des Gilets jaunes en 2017 jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a une plus grande conscience politique de ces personnes qui sont aujourd'hui opposées notamment à la réforme des retraites, mais pas que, peut-être plus largement à un système. Est-ce que vous confirmez, vous, cette impression d'une prise de conscience politique ? Ah, je la confirme absolument. C'est-à-dire que depuis que le clivage gauche-droite est affaibli, les gens, si j'ose dire, sont obligés de penser par eux-mêmes. Jusqu'après, pendant des décennies, quand la gauche était au pouvoir, eh bien, on se consolait en disant que bientôt la droite allait arriver. Eh ben, je ne sais pas, moi, que ça serait Nicolas Sarkozy, par exemple. Et puis quand la droite était au pouvoir, on disait que la gauche allait réparer tout cela. Ben, après Nicolas Sarkozy, et ça serait François Hollande. En quelque sorte, la population, le peuple de France, comme vous dites, eh bien, délégué à la représentation politique ses intérêts, ses aspirations. Désormais que le clivage politique est effondré, et le clivage politique gauche-droite est effondré, eh bien, les gens sont davantage obligés de penser par eux-mêmes. Les Gilets jaunes ont été ce mouvement formidable où les Français se sont pris en main eux-mêmes, en court-circuitant toutes les formations politiques. Et là, aujourd'hui, on n'attend pas, si vous voulez, simplement d'une alternance, la solution et l'apaisement de nos frustrations. Là, aujourd'hui, les gens sont obligés de se prendre en main eux-mêmes, de se poser des questions. Et on assiste donc, depuis l'affaiblissement, voire l'effondrement de ce clivage gauche-droite, à une formidable repolitisation, dans le meilleur sens du mot, de la France. Et là aussi, alors ça profite davantage au Rassemblement national qu'à un autre parti, mais c'est avant tout une prise de conscience et une prise en main du peuple de France par lui-même. Encore une fois, c'était les Gilets jaunes, et la crise politique inouïe à laquelle est confronté aujourd'hui Emmanuel Macron tient justement au fait que les gens ne se laissent plus faire. Mais est-ce que ça peut changer les choses pour l'avenir, pour les prochaines élections ? Est-ce que ces gens qui commencent à prendre conscience de leur opinion, de leur présence et de leur utilité politique peuvent finalement bouleverser les choses pour les prochaines élections, par exemple ? Est-ce qu'il peut y avoir un nouvel élan ? Et y a-t-il, encore une fois, la possibilité que tout ce monde-là se réunisse dans un seul vote, ou au contraire, vont-ils encore se diviser selon les vieilles étiquettes ? Alors, ils se divisent notamment la gauche de ce point de vue-là, et les syndicats ont un rôle de division des catégories populaires qui est pour eux une immense responsabilité et une immense faute. Cependant, le fait majeur au second tour de l'élection présidentielle, c'est qu'alors que toutes les autorités leur disaient d'aller voter Macron, 13 300 000 Français ont désobéi. On a eu plus de 13 millions de désobéissants. C'est 42% des inscrits et des votants, plus précisément, qui sont allés voter pour Marine Le Pen, ont désobéi. Ils ont désobéi aux institutions médiatiques, patronales, syndicales, religieuses même, et autres. Eh bien, là aussi, pendant l'entre-deux tours, rappelons-nous, la présidentielle, ça a été la mobilisation générale des classes dominantes contre le vote Le Pen. Et pourtant, c'était loin de la majorité, certes, mais 42% des Français qui sont allés voter ont désobéi. D'ailleurs, je prends un exemple, alors que du côté de la France insoumise, Mélenchon appelait très clairement ses électeurs à voter pour Macron, seuls 40% des électeurs Mélenchon de premier tour ont voté pour Macron. Les autres, soit se sont abstenus, 40%, soit on sont allés voter Le Pen, 20%. De la même manière, parmi les sympathisants de la CGT, eh bien, 20% ont voté dès le premier tour pour Marine Le Pen, et on peut penser, il n'y a pas de chiffres qui circulent là-dessus, mais on peut penser qu'ils n'ont pas été très nombreux à voter pour Macron. Donc là, le pouvoir de prescription des autorités dites morales, en tout cas des autorités politiques et syndicales, s'affaiblit à chaque mouvement social. Pour l'instant, l'expression de ce vote populaire, de ce bloc populaire, pour l'instant, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est par le vote Marine Le Pen que ça passe. Didier Maïsso. Oui, alors, depuis Jospin-Le Pen, effectivement, on voit que l'ambition de l'homme politique français moyen
c'est d'être premier ou deuxième au premier tour de l'élection présidentielle, parce que c'est l'assurance d'être élu au second tour. On voit cependant que, élection après élection, le vote en faveur du Rassemblement national augmente. Selon vous, est-ce qu'on se heurte là à un plafond de verre, malgré et en dépit de la désobéissance dont vous venez de parler, ou ce fait deviendra-t-il majoritaire, ne serait-ce que par détestation de la Macronie et en dépit même du point d'achoppement qui est la politique sécuritaire, l'immigration, sur lesquelles, évidemment, il ne peut y avoir d'accord entre le Rassemblement national et les Insoumis, pour le dire vite. Oui, alors jusqu'à la dernière élection présidentielle, le vrai problème du Rassemblement national était un problème de crédibilité. C'est-à-dire qu'avant la dernière présidentielle, les Français ne voyaient pas très bien avec qui Marine Le Pen pourrait gouverner. Elle n'avait pas une équipe gouvernementale à présenter aux Français. Et ça a été un vrai problème, ce qui fait que, notamment chez les retraités, eh bien, les Français s'inquiétaient, puis on leur disait... Donc, ils ne faisaient pas franchir le pas pour la plupart d'entre eux. Enfin, encore une fois, 42% ont voté pour Marine Le Pen malgré tout. Le plafond de verre, c'est une notion qui, à mon avis, est totalement obsolète. Alors, pour deux choses. Tout d'abord, le plafond de verre, ça porte sur les questions dites morales, etc. Aujourd'hui, et notamment sur les questions liées à l'immigration, aujourd'hui, 2 Français sur 3 considèrent que l'immigration est une catastrophe, quelle que soit la dimension que l'on envisage, dimension culturelle, dimension sécuritaire, dimension économique. Là-dessus, les Français sont très, très radicaux. On a vu ça d'ailleurs avec le succès d'Estime, mais enfin quand même intéressant, 7% des Français qui ont voté pour Éric Zemmour. Et, vous m'entendez ou pas là ? Oui, oui. Voilà. Et donc, l'autre chose, c'est que le plafond de verre, ça tient aussi à la réputation, à l'intimidation que subit l'individu par rapport à un système qui lui dit « il ne faut pas voter pour Marine Le Pen, c'est terrible, etc. » Ce plafond de verre, il est affecté par la masse même qu'a atteint Marine Le Pen. Je vais être très précis. Il y a 35 000 communes en France. 35 000. Parmi ces 35 000 communes, au premier tour, Marine Le Pen arrive en tête dans 20 000 communes et au second tour, dans 18 000 communes, donc la majorité absolue des communes françaises, Marine Le Pen est devant Emmanuel Macron. Alors je vous parle depuis ma maison des Hautes-Alpes, eh bien là aussi, dans ce village, c'est 50-50. Alors qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que même dans des communes comme la mienne, où la majorité était très faiblement, mais en faveur d'Emmanuel Macron, la moitié des gens, donc déjà, ont voté pour Marine Le Pen, et surtout, ceux qui n'ont pas voté pour elle connaissent des gens dans leur entourage, leur famille, leur voisinage, qui ont voté pour Marine Le Pen. Et ils voient bien que ce n'est pas des gens extraordinaires, ce ne sont pas des extraterrestres. Alors autant dans les métropoles, on peut vivre sans connaître une personne qui a ou qui avoue avoir voté pour Marine Le Pen, et donc on est dans l'entre-soi et on subit cette intimidation médiatique de manière totalement brutale. Inversement, dans les provinces et dans ces 18 000 communes, par exemple, où Marine Le Pen était en tête, dans les milliers de communes où, sans être en tête, elle était à un très haut niveau, on est dans un environnement où le vote Le Pen est devenu quelque chose de tout à fait banal. Donc je crois que ce plafond de verre ne peut plus fonctionner. Allez, on continue de parler de tout cela avec vous, Jérôme Sainte-Marie. Je rappelle que vous êtes sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox, auteur de Bloc populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du Cerf, ou encore Bloc contre Bloc, toujours aux éditions du Cerf. Mais on fait un rapide point sur les informations avec Adèle Rosner. Il est 8h59. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox, auteur de Bloc populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du Cerf, ou encore Bloc contre Bloc, toujours aux éditions du Cerf. Et puis toujours avec Didier Maïsto, journaliste indépendant, ancien patron de Sud Radio. Je voulais vous poser une question encore, Jérôme Sainte-Marie, qui va dans la continuation de ce que disait Didier Maïsto tout à l'heure, qui parlait de cette union finalement
voilà, on va le redire, hein, pardon, c'est peut-être un peu grandiloquent, du peuple de France, en tout cas des mécontents d'aujourd'hui, mais qui sont grandement majoritaires. On l'a rappelé, 94% des actifs, 75% des Français, au moins sur cette réforme des retraites. Comme disait Didier Maisto, ils se réunissent pour le moment. Ils ont comme point d'accord cette détestation d'une forme d'un système en place, et puis comme point d'achoppement peut-être cette question identitaire notamment. Oui. Est-ce qu'on peut faire de cela un front, un front commun, un front populaire, un bloc populaire justement, mais qui soit uni également dans le vote? C'est une question que je vous ai déjà plus ou moins posée, mais que je repose, c'est-à-dire, est-ce que finalement il y a un point commun, un socle commun à ces personnes, à part leur identité sociale, mais quelque chose de plus politique? Y a-t-il un socle politique en fait à ces retrouvailles? Le socle politique, encore une fois, il faut être très concret, ça ne peut être qu'électoral, et c'est ce que tente de faire le Rassemblement national très clairement. C'est la meilleure expression de cela. Alors, je dois dire aux auditeurs que moi-même, ma société s'occupe de la formation des cadres du Rassemblement national désormais. Donc, mon point de vue n'est pas totalement neutre de ce point de vue-là, de fait. Oui, mais c'est bien de le dire, oui. Voilà. Mais ça tient tout simplement à ce que ce succès du Rassemblement national, c'est que c'est un parti qui a compris que la dimension patriotique était liée à la dimension populaire, qu'il y a un rapport de nécessité réciproque entre la nation et les catégories populaires. C'est Charles Péguy le disait lui-même, et plein de gens l'ont dit. Alors que d'un côté, et sans vouloir heurter la sensibilité de vos auditeurs, mais on a le sentiment que du côté de Mélenchon désormais, eh bien, seul le social réduit d'ailleurs à la dépense publique, ce qui n'est plus crédible pour les Français, eh bien, compte. Et de l'autre côté, on a des formations du côté qui contestent le Rassemblement national, et des candidats, vous voyez à qui je pense, eh bien, qui sont plus penchés sur la question identitaire. Voilà, qui pensent que l'identité peut totalement se substituer aux attentes matérielles des individus et notamment des catégories populaires. Or, il y a un rapport direct entre le patriotisme et et la dimension matérielle. La société est une famille et la société, justement, doit s'occuper de ses membres. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition en réalité entre la prise en charge des intérêts matériels de ceux qui en ont le plus besoin, les catégories populaires qui attendent de la solidarité nationale, et ce sentiment patriotique. Et c'est là où on a un cocktail explosif aujourd'hui, avec à la fois cette immense inquiétude identitaire, civilisationnelle qui traverse le pays, et qui explique que Éric Zemmour, encore une fois, nouvel arrivant, a réussi à faire 7%, ce qui est quand même pas si mal. Et de l'autre côté, ce sentiment que la France vit un déclassement comme nation qui entraîne le déclassement des individus qui la composent. Et là, Emmanuel Macron a allumé une mèche absolument redoutable avec sa réforme des retraites. Je rappelle d'ailleurs, là c'est le sondeur qui parle, que quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que l'identité française, il y a pas mal de sondages qui sont faits là-dessus. Alors c'est des sondages, ça fige un peu les choses, c'est un peu artificiel, mais malgré tout, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que l'identité française, ils vous citent les paysages, l'histoire, la gastronomie, mais en 4e ou 5e position, vous avez le modèle social. Et le modèle social français, le fait qu'on laisse personne au bord de la route, eh bien, participe aujourd'hui de l'identité française. Et là, Emmanuel Macron a heurté avec sa réforme des retraites, qui soit est injuste, soit au minimum est mal expliquée, je pense qu'elle est tout simplement injuste, eh bien, et là, il a heurté beaucoup plus que les intérêts matériels des individus. Il a heurté aussi leur sentiment identitaire et patriotique, avec l'idée que décidément, il y a une petite caste avec conseillers par des cabinets d'études, etc., qui s'affranchit de la défense de l'intérêt commun. Didier Maisto ? Oui, alors moi qui suis à la fois fervent lecteur de tout ce qui sort, des études, etc., même si je les critique sur les panels souvent, parce que bon, c'est un peu extrapolé
de façon bizarroïde, on va dire, et qui suit aussi beaucoup sur le terrain, je me rends compte, en fait, que la jeunesse de France, elle est assez partagée entre le Rassemblement national et les Insoumis. Bon. Le Rassemblement national, dans l'ensemble des catégories d'âge, essaime chez les ouvriers, les employés, etc. Et ça, c'est très clair. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, la gauche, mais ça c'est Terra Nova, a perdu les classes populaires. Quel regard vous portez sur l'avenir? Est-ce que l'enjeu, c'est pas d'amener aux urnes c'est la jeunesse, puisque par nature, les anciens ne vont plus voter parce qu'ils vont passer un jour l'arme à gauche, si j'ose dire, même si le pays vieillit. Est-ce que tout l'enjeu pour les partis politiques, ce n'est pas d'amener aux urnes, parce que quand on voit les études d'opinion, il y a beaucoup d'insoumis, mais ce sont des gens qui votent moins en réalité. Et l'électorat du Rassemblement national, lui, se mobilise beaucoup plus. On le voit, c'est pas simplement politiquement, mais électoralement, c'est-à-dire se rend dans les bureaux de vote. Et je ne parle même pas de l'abstention qui atteint des records. Quel regard portez-vous sur ça? Est-ce que selon vous, dans cette génération qui vient, ça va changer les rapports de force politiques? Et voilà, est-ce que ça va changer les rapports de force politiques? Et comment vous voyez l'avenir? Alors, je ne crois pas. Vous savez, je ne pense que le raisonnement par génération est très faible. J'ai été frappé quand j'écoute Éric Zemmour, lui raisonne par génération et dit c'est des boomers qui sont retraités et ces boomers qui ont fait mai 68, comme si la population française avait fait mai 68. Je rappelle qu'en 68, il n'y avait que 300 000 étudiants. Bref, eh bien, ces boomers vont laisser place à d'autres générations et ça va changer. Mais je crois que ce raisonnement est erroné, tout simplement parce que si les retraités votent comme ils votent, c'est une manière très prudente et sont les derniers soutiens massivement du pouvoir en place, ça ne tient pas à leur génération, ça tient à leur situation. Le paradoxe de notre système par répartition, c'est que ça transforme, quand vous êtes retraité, vous devenez en quelque sorte actionnaire de la société et vous souhaitez que les actifs travaillent davantage pour payer votre pension. Vous vivez en l'angoisse et donc ça ne changera pas. Malheureusement, ce conservatisme, ce libéralisme contraint des retraités. Alors, pour les jeunes, c'est compliqué. Pour les jeunes, vous avez déjà beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration extra-européenne et qui ont tendance soit à s'abstenir, soit à voter pour Mélenchon. Dans le dernier sondage IFOP, celui qui donne 26% pour la NUPES aux législatives, 26% également pour le Rassemblement national, eh bien... C'est sorti hier, je l'ai vu. Voilà. Qui est sorti hier. Là, 42%, j'ai vu ça hier soir moi aussi, et 42% des jeunes de 18 à 24 ans voteraient pour un candidat de la NUPES. Vous voyez, donc vous êtes en prise. Pourquoi? Aussi parce que ces jeunes aujourd'hui sont suivent des études de plus en plus longues. Alors c'est assez simple en réalité. Si vous prenez les jeunes des écoles de commerce votent, je l'ai dit tout à l'heure, massivement pour Macron. Ils s'identifient à cela. Et cette jeunesse qui pense réussir, eh bien, a tendance à voter pour Macron. Ouais, déçu. Les jeunes qui forment les énormes cohortes de personnes qui suivent des études plus ou moins longues, mais études qui ne vont pas forcément donner lieu désormais à une place sociale avantageuse. Ils sont en sciences sociales, etc., qui sont dans les facs. Ces jeunes-là ont tendance à voter pour la gauche, et plus précisément pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Et après, vous avez les jeunes qui travaillent, ou les jeunes qui sont en école professionnelle. Ceux-là, c'est très clair, ils votent pour Marine Le Pen. Ça se voit même très physiquement. Là où on vote le plus pour Marine Le Pen, c'est, encore une fois, ces écoles professionnelles, par exemple l'école hôtelière. Tout simplement parce que c'est des gens qui se font des études difficiles. Il n'y a pas tellement d'études plus difficiles que l'école hôtelière aujourd'hui. Qui ensuite vont travailler durement et de manière utile à la société et vont être mal rétribués. En plus, maintenant, ils sont concurrencés par l'immigration clandestine pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'école, enfin dans les domaines de la restauration. Et donc, ceux-là, ils votent pour Marine Le Pen. Donc, la jeunesse laborieuse vote pour Marine Le Pen, la jeunesse étudiante vaguement déclassée vote pour la gauche et celle qui réussit a tendance à voter pour Macron. Ce qui a complètement disparu,
c'est le vote pour la droite classique parmi ces jeunes. Ça, c'est un des drames de la droite classique, qui non seulement a baissé en niveau, mais qui maintenant n'a plus qu'un électorat de retraités. C'est d'ailleurs pour cela, puisque la majorité du vote Pécresse ou même du vote Fillon auparavant, c'est un vote d'inactifs et plus précisément de retraités. C'est pour ça que la droite la droite dans le sens de la droite LR, eh bien, aujourd'hui, soutient cette réforme des retraites. La droite, aujourd'hui, est très réduite et totalement prisonnière d'une sociologie assez aberrante. Justement, ce grand maelstrom qui est un peu informe, qui est Emmanuel Macron, ni droite, ni gauche, etc. Quand on regarde ce qu'avait fait Terra Nova pour la gauche, par exemple, qui a dit qu'il faut abandonner les ouvriers, etc., le lumpen prolétariat, très bien, c'est le sociétal. Première explication pour la gauche, en tout cas. Et ça a marché à tel point que ça n'a pas marché, finalement. Bon. Et deuxièmement, de l'autre côté, est-ce que la conversion à Maastricht nous a fait perdre à la droite le côté national? C'est un peu ce que disait De Gaulle, d'ailleurs, il y a longtemps. La gauche n'est plus populaire, la droite n'est plus nationale. Est-ce que ça, finalement, n'aboutit pas au macronisme? Parce que tout ce qui faisait le sel de chaque camp est repoussé du coup aux extrêmes. Et cette social-démocratie qui va finalement de LR en passant par ce qui reste du Parti socialiste, qui est autoproclamé parti de gouvernement, exclut de fait les deux composantes du peuple. Quel est votre avis là-dessus? Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. En l'occurrence, il ne faut pas sous-estimer Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait 24% au premier tour en 2017. Il a réalisé 28% en 5 il a un socle très solide, ça, il faut le rappeler. En 2022. Il a un socle solide. Dès le premier tour. Donc, il parle à des gens. Et malheureusement, plus le pays se déclasse, et ça c'est un sentiment partagé par à peu près tout le monde, ce sentiment de déclassement, de déclin, de tout ce qu'on veut, eh bien, plus des gens apeurés se réfugient autour de Macron en disant « lui saura nous protéger ». Par exemple, en empruntant. C'est aussi bête que cela. Et lui, il est entouré par des gens qui ont fait des écoles, etc., qui parlent anglais ou je ne sais trop. Et donc, il y a ce phénomène paradoxal que plus vous êtes décadent. Je prends un exemple qui va vous parler d'Igné Maesto. Plus la France perd son industrie largement au profit de l'Allemagne, et plus les gens sont favorables à l'alliance, enfin au couple franco-allemand, en disant il faut se raccrocher à cette puissance industrielle, etc. Le couple franco-allemand, le moteur est siglé Mercedes quand même. Voilà, mais justement, vous avez un paradoxe, et plus on s'affaiblit, et largement à cause de l'Allemagne, et plus les Français se disent il faut consolider ce qu'ils croient être un couple ou une alliance. On sait très bien ici que ce n'est pas le cas, mais en se disant au moins il faut être accroché à cette puissance européenne. De la même manière, en France, beaucoup de gens se disent ça va de plus en plus mal. C'est peut-être un peu la faute de Macron, mais plus ça va mal, plus il faut se raccrocher à cette élite. Et c'est pour ça que cette élite, qui est même élite sociale, pas élite morale, et qui est très faible numériquement, peut dominer électoralement. Donc ça, je crois malgré tout que c'est en train de passer, parce que derrière cette réforme des retraites, c'est aussi l'appauvrissement de la France que l'on constate. C'est bien parce qu'on s'appauvrit et que la productivité notamment baisse, que la balance commerciale est dans un état lamentable, que l'on en est réduit à des solutions à dire il faut faire travailler plus longtemps les gens. Oui, parce que pour préciser juste une très brève incise, la balance commerciale une pauvreté absolue. Attendez, alors, voilà, se retrouve excédentaire chez l'Allemagne. Ce qu'on perd, nous, parce qu'on est le dernier pays européen en termes de... Oui, non, mais je ne vais pas partir là-dessus, mais voilà. Oui. Ce que j'essaye de dire, donc vous voyez, c'est que là, aujourd'hui, les gens comprennent bien que on va dans le mur et que là, c'est 2 ans de plus, pourquoi pas 3 ans, pourquoi pas 4 ans. Si vous voulez, c'est des raisonnements de pays du tiers-mondisé où là, on est là à demander aux gens de travailler plus. En réalité, pas pour qu'ils rapportent plus par leur travail, mais pour qu'ils soient moins longtemps à la retraite et qu'on ait un moins payé de retraite. Donc c'est vraiment là une forme de déchéance en réalité nationale à laquelle on assiste avec les raisonnements liés à cette histoire de retraite. Or, à une époque, les Français ont la nostalgie de cette période, des années 60, où vous avez 50, 60, 70, les 30 glorieuses, où vous aviez de manière simultanée
une croissance économique et un développement des droits sociaux. Et une affirmation de la France, c'est pas par hasard que si le général de Gaulle a pu affirmer la France au niveau national, c'est aussi parce qu'on avait remboursé nos dettes et qu'on était une puissance économique ascendante et technologique. Là, vous avez la conjonction de pas mal de choses. Vous avez la conjonction de cette difficulté économique au point qu'on en est à demander aux gens de travailler plus longtemps, sachant que beaucoup de gens ne pourront pas le faire, en tout cas ne seront tout simplement pas embauchés et donc auront une décote. Vous avez le sentiment d'un déclassement au niveau scolaire, vous avez un sentiment d'un déclassement au niveau international. On a vu quand même que la parole de la France est très peu respectée. Il suffit de voir les derniers voyages du président pour le constater, et ainsi de suite. Donc là, ça a été exprimé par les Français à travers différents votes lors de la dernière élection présidentielle. Et je crois que désormais, c'est la grande nouvelle, c'est que la situation est en train de devenir mûre pour une véritable alternance. Donc ceux qui vont jouer un rôle extrêmement délétère, c'est la gauche autour de Mélenchon, qui joue un rôle actif de division des classes populaires. Regardez, ils refusent de voter contre la réforme des retraites si jamais c'est le Rassemblement national qui présente un texte. Les syndicats, dont la CGT, refusent la présence de certains élus dans les manifestations. Et donc, pour l'instant, un des derniers recours, contrairement à ce que l'impression que ça donne actuellement, un des derniers recours de Macron, c'est précisément la gauche. Allez, message bien passé. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie. Je rappelle que vous êtes sondeur, politologue, président de l'Institut Polingvox. Et merci à vous, Didier Meisto.